J'ai une expérience où on m'a mis de force dans un... Comment vous appelez ça, dans un IRM, et on m'a vraiment, genre, ils forçaient sur le côté comme si je faisais 350 kilos, ils étaient là, elle passera pas la grosse. et ça a été très difficile à vivre. Bonjour à tous, je m'appelle Julie, j'ai 39 ans, j'habite à Paris et je suis la fille qui a des taches sur Instagram. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis née avec des angiomes sur 70% de mon corps. Qu'est-ce que la grossophobie ? La grossophobie, c'est la peur des gros, tout simplement. C'est un phénomène qu'on constate depuis de nombreuses années et dont je suis victime. Alors, me concernant, comment je le ressens, alors pas dans la rue au quotidien, mais plutôt sur les réseaux sociaux, où j'ai tout d'abord été victime de cyberharcèlement par rapport à mon surpoids. Il n'y a pas une journée qui ne se passe sans qu'on me fasse une réflexion sur mon poids, du type grosse vache, va faire du sport, alors que je vais à la salle de sport 4 fois par semaine, va faire du sport, maigris, arrête de bouffer, t'es moche, ou on me reproche souvent aussi en m'affichant sur mon compte de faire de l'apologie de l'obésité, alors que c'est juste des photos de mon corps, tout simplement. À quel âge le regard des gens a-t-il commencé à être pesant pour toi? Alors moi j'ai une histoire assez particulière parce que je suis née avec une particularité physique. Le regard des gens a commencé à être lourd dès que je suis rentrée à l'école parce que toute ma petite enfance j'étais à la maison et à la maison ça n'a jamais été c'était un non-sujet en fait, mes angiomes. Et quand je suis rentrée en CP, j'ai une maîtresse qui me mettait tout le temps de côté avec un petit garçon qui avait la leucémie, donc qui n'avait pas de cheveux. Et donc on était tout le temps ensemble et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'étais pas comme les autres puisqu'on me mettait à part. Ça a commencé aussi à être pesant au niveau de... quand je suis rentrée au collège, au niveau de l'adolescence, puisque c'est l'âge où le corps commence à évoluer, et puis moi j'avais cette particularité physique qui faisait que je me sentais différente des autres, et qu'on me mettait souvent à part, qu'on se moquait de moi, pardon, et à cette époque-là, j'ai vécu aussi du harcèlement scolaire. Concernant mon poids, je suis ce qu'on appelle une pâte à grossir, et je mange mes émotions. Donc en fait, ça fait 20 ans qu'un coup je fais 120 kilos, un coup j'en fais 70, et je me suis habituée en fait à cette variation de poids. Donc au niveau du regard des autres, bizarrement, mes variations de poids ne m'ont jamais dérangée. Ça a toujours été plus un problème concernant mes taches de naissance. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les angiomes ? Oui, bien sûr. Les angiomes sont des taches de naissance. Ça résulte, alors me concernant, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, d'une mutation génétique qui est quand j'étais à l'intérieur du ventre de ma maman, ce qui a fait que je suis née avec toutes ces taches de naissance-là, couplées à un syndrome qui s'appelle syndrome de Klippel-Trenaunay, qui tout simplement va perturber ma circulation sanguine. Et qui fait que depuis que j'ai 13-14 ans, je fais des phlébites, c'est des choses que normalement on fait quand on est un peu plus vieux. Tous les enfants qui ont des angiomes n'ont pas un Klippel-Trenaunay et vice versa. Tout le monde ne naît pas avec autant d'angiomes. T'as un enfant sur 10 qui naît avec un angiome, parfois il est tout petit, ça va être sur le visage. Comme en grandissant, la peau, elle grandit, l'angiome va disparaître. Moi, me concernant, il est très épais et moi j'en ai partout, donc ça a été... c'était sûr que ça ne partirait pas, même si j'ai certains endroits où il y en a un petit peu moins, ils sont là vraiment, ils sont là pour longtemps. Et c'est des vaisseaux sanguins, parce que quand on appuie, je sais pas si on le verra à la caméra, mais quand on appuie, ça devient blanc, parce que le sang est en fait juste en dessous. Les visites médicales sont-elles difficiles? Question de princesse Sarah. Oh, j'adorais ce dessin animé. J'ai une expérience où on m'a mis de force dans un... Comment vous appelez ça, dans un IRM, et on m'a vraiment, genre, ils forçaient sur le côté comme si je faisais 350 kilos, ils étaient là, elle passera pas la grosse. et ça a été très difficile à vivre, alors qu'à l'époque je faisais 20 kilos de ce que je fais, de moins que ce que je fais aujourd'hui, donc je m'étais sentie vraiment mal. Après, j'ai quand même de la chance d'avoir un professeur qui me suit depuis des années par rapport à mes problèmes de santé et qui est très bienveillant, qui tire la sonnette d'alarme quand je dépasse un peu trop le poids et qui me met en garde, mais à part cette anecdote dans l'IRM, j'ai jamais eu de problème. Mais ça m'avait profondément choquée. Question de Momo, as-tu des difficultés à trouver des fringues? Oui. Alors les fringues, c'est toute une histoire. J'ai de la chance aujourd'hui d'être influenceuse et d'avoir une marque avec qui je travaille qui m'habille bien et qui fait des jolis vêtements. Mais pendant de très longues années, je ne trouvais pas de vêtements, ou alors si je trouvais des vêtements à ma taille, c'était pas beau.
même encore aujourd'hui, je veux pas citer les marques, mais tu vas dans des grands centres commerciaux ou dans enfin, peu importe le prix en plus, hein, mais tu te retrouves avec des vêtements de grand-mère qui sont mal taillés. Je trouve que la mode et le textile en France ne prend pas en considération que la moyenne française chez la femme, c'est du 42. Moi, je fais un 48-50 et donc c'est vraiment très très compliqué. Depuis un an ou deux, on voit de plus en plus de marques qui élargissent leur gamme, mais que ce soit pour les sous-vêtements ou pour les vêtements en général, c'est une tannée en fait de s'habiller. Et puis en plus de ça, ce genre de marque qui fait du grande taille part du principe que comme c'est plus grand, c'est plus cher. Comme il y a plus de tissu, c'est plus cher. Et donc tout le monde n'a pas forcément les moyens de pouvoir s'habiller chez ces marques-là. Donc c'est un gros problème. Les marques, si vous m'écoutez, il est grand temps d'avancer. Question de Swan. Es-tu bien dans ton corps? Disons que je le sais que une fois dans la... Enfin, il y a une année où je vais être plus mince, une année où je vais être plus forte. Ça, c'est acté depuis des années, ça changera pas. J'ai beau faire des régimes, faire du sport, je suis toujours comme ça. Je vois un pain au chocolat ou une chocolatine. Je prends 20 kilos rien qu'à la regarder, donc c'est comme ça. Concernant mes angiomes, je les ai toujours acceptés, mais j'ai jamais trouvé ça beau. J'ai eu la chance de partir travailler à l'étranger après mes études. Alors je conseille pas à tout le monde de se barrer de la France, mais si t'as les moyens et si t'as la possibilité, fais-le, parce que très clairement, moi, le fait de partir 10 ans loin de la France et loin des personnes qui sont encore arriérées dans notre pays, on a vraiment du mal avec ça. Et en fait, dans tous les pays que j'ai eu la chance de faire, que ce soit mon poids ou mes angiomes, ça n'a jamais été un sujet. On m'a jamais demandé ce que j'avais, par exemple, sur le corps, ou on ne s'est jamais moqué de moi, ou on ne m'a jamais repoussé parce que j'avais des rondeurs. Bien au contraire, c'était plus un atout de séduction. Et en fait, pendant tous mes périples, j'ai eu la chance de rencontrer des garçons, j'ai eu des histoires d'amour qui m'ont également aidée, parce que pendant des années aussi, ce qui était compliqué, c'était que même si j'avais confiance en moi, quand arrivait le moment du rapport sexuel, j'éteignais la lumière, je me cachais sous les draps, enfin j'avais peur que le mec soit un peu choqué par mes tâches alors qu'il les avait vues ou que mes rondeurs ne lui plaisent plus. Et en fait, je suis restée pendant 3 ans avec quelqu'un de République dominicaine qui dès le début m'a dit « moi je suis noire, toi t'es rose ». On n'en parle plus, le débat il est clos, et puis qui s'amusait tout le temps à allumer la lumière ou soulever le drap et qui me disait 3 milliards de fois par jour que j'étais belle, et donc ça va forcément... j'ai fini par y croire en fait. Et je pense que ce qu'il faut bien s'entourer. C'est vrai que le fait de partir loin de la France m'a aidée, mais en arrivant en France, j'ai aussi rencontré des garçons qui étaient très bienveillants, et puis j'ai des amis, j'ai la chance d'avoir un cocon bienveillant, comme je les appelle, qui me disent tout le temps que je suis jolie et qui me rassurent, et ça aussi, ça fait ma force. Et du coup, le regard des autres et les remarques qu'on peut me faire rebondissent sur moi, même si parfois je craque parce que je suis je suis une humaine, pardon, et que on ne peut pas encaisser des réflexions toute la journée sans craquer un jour. Mais ça ne m'atteint pas très longtemps et je rebondis et ça me donne de la force pour avancer. Question de Marco, comment s'est passée ton adolescence ? Disons que moi, dans l'adolescence, je dis souvent que j'avais la triple peine, entre guillemets, puisque j'avais donc ces angiomes, que j'avais cette fluctuation de poids, et en plus de ça, j'avais pas de poitrine, j'ai eu ma poitrine vraiment très 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 tard, et j'avais des parents qui avaient la bougeotte, on déménageait énormément, donc j'étais souvent la nouvelle, qui était la première de la classe, parce que je travaillais bien à l'école. J'étais la première de la classe, j'avais pas de seins et j'avais des taches, et puis j'étais plus forte que mes autres copines, enfin que les filles de la classe, donc ça a été très très compliqué, on me mettait tout le temps de côté, c'est là qu'on a commencé à m'appeler la fille qui a des taches, parce que ce nom Insta vient de là. Et puis quand c'était l'heure de sortir avec les garçons, personne voulait sortir avec moi parce que c'était trop la honte, tu comprends, ça va pas ou quoi. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure en début d'interview, oui, j'ai vécu du harcèlement scolaire, il y avait pas une journée où on se moquait pas de moi, on me lançait du ketchup à la cantine, on dansait autour de moi en faisant les indiens, en traitant de peau rouge, etc. Donc j'ai pas une adolescence évidente, on dira plutôt. Alors attends, j'ai pas mis dans le bon sens. Question de Camélia, un avis sur la tendance body positivisme d'Instagram. Mon sujet préféré. Je vais pas cracher dessus puisque c'est ce mouvement qui a permis à mon compte d'avoir une petite notoriété et qui me permet aujourd'hui de pouvoir m'exprimer en face de vous, de pouvoir m'exprimer dans les médias et pouvoir être auto-entrepreneur et de vivre de l'influence et de pouvoir faire des super projets. Il y a 3 ans, body positivisme, personne connaissait ce mot-là, et on avait tendance à le mettre en face de body positivisme, c'est l'acceptation des gros, alors que body positivisme, c'est l'acceptation du corps
tel qu'il soit. Le mouvement body positive est devenu une tendance parce que c'est ça qui fait fonctionner les comptes, c'est ça qui, enfin, les marques s'en servent. Alors parfois à mauvais escient, parfois à bon escient, mais dans leur campagne. Et il y a énormément d'influenceurs et d'influenceuses qui ont compris que le mouvement body positive, ça faisait fonctionner les comptes. Et moi, c'est ça qui me dérange, parce que mon combat, notre combat, c'est pas une tendance, c'est pas un hashtag, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, et de voir des gens qui sont très bien dans leur corps, et qui vont se plier en 4 devant leur miroir pour avoir un petit bout de bourrelet qui dépasse, en disant « j'aime mon corps tel qu'il est », ça me dérange. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent ce mouvement-là pour buzzer sur les réseaux, tout simplement. Et ces gens-là se reconnaîtront de toute façon. Question de Anna, je voudrais pas écorcher son nom de famille, donc je le dis pas. Question de Anna, comment aider les personnes victimes de grossophobie? Je pense que c'est comme tout, faut être là, faut être présent, faut les soutenir, faut leur montrer que... Enfin, moi en tout cas, me concernant, quand je vois des injustices, peu importe en fait la phobie, j'essaye d'être là pour les gens, leur donner de l'amour, il y a que comme ça en fait enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, il n'y a que comme ça que tu avances, grâce à l'amour des autres, tout simplement. Question de Julien, penses-tu que les gens te sous-estiment pour réaliser une activité sportive? Mais oui! Parce que souvent on me dit va faire du sport. Il n'y a pas très longtemps, il y a un coach sur Insta qui me dit sinon t'as l'intention d'y aller quand à la salle? Mais en fait je suis inscrite chez Néonès et je vais à la salle 4 fois par semaine, voire des fois 5 fois, et j'y vais à vélo, je reviens à vélo. En fait il y a des gens qui assimilent vraiment le fait d'être gros à pas pouvoir faire du sport, ou ils m'imaginent en fait être sur mon canapé à manger du McDo toute la journée. Alors non, c'est pas comme ça que je vis. Et puis il y a des gens qu'il faut qu'ils comprennent aussi que l'obésité c'est une maladie, que moi me concernant, j'ai beau, quand je suis dans une phase où ça ne va pas, j'ai beau faire 5 fois de sport par semaine où je vais me buter, hein, y aller 1h30, voire 2 heures, ben ça me fera pas maigrir et pourtant j'y vais. Donc les gens qui se prennent pour des coachs sur internet, occupez-vous de vos fesses et puis voilà, on s'en portera tous mieux je crois. Hop, question de Capucine. En amour, fais-tu face à de la grossophobie? J'ai eu des remarques... alors pas méchante, mais sur les sites de rencontres, voilà, ça peut arriver, mais généralement si un garçon vient vers moi, c'est que je lui plais, donc c'est qu'il a vu mon corps. En plus sur les sites de rencontres, je ne mens pas, je me mets en photo comme je suis, donc non, j'ai jamais eu... j'ai eu que des amoureux bienveillants, je vous ai dit en début. Est-ce que l'on peut te suivre sur Instagram? Pourquoi a-t-il ce nom? Je suis la fille qui a des tâches parce que c'est comme ça qu'on m'a appelée toute ma vie et je voulais faire un pied de nez aux gens qui s'étaient moqués de moi et leur dire bah vous voyez, vous êtes moqués de moi pendant des années, aujourd'hui j'en fais ma force et c'est même ça qui me fait gagner ma vie. Enlever les angiomes? Ouais. Oui, alors c'est une très bonne question, pertinente Momo. Quand j'avais 13-14 ans, puisque tout à l'heure on parlait des visites médicales mais on était plutôt axé sur mon poids, mais en fait pour toute mon enfance j'étais un rat de laboratoire, c'est-à-dire que quand j'arrivais à l'hôpital j'avais 17 internes, 5 professeurs qui mesuraient mes angiomes, qui faisaient des photos, les diapos partaient aux États-Unis pour des congrès, j'ai même mes mains dans le petit Larousse, je crois 92, je crois un truc comme ça, parce que pour eux c'était exceptionnel, on n'était que 7 en France à en avoir autant, et donc tout ce qu'ils testaient pour faire partir les angiomes, on les a testés. Donc on a eu le droit à tout. Un matin, ils nous appellent, venez, on a une idée révolutionnaire, etc. J'arrive sur place, on nous propose de mettre du fond de teint. Ma mère, elle les a regardés, elle dit, mais vous êtes sérieux, vous nous faites déplacer pour dire que je dois mettre du fond de teint à ma fille tous les matins, c'est pas une solution. Et puis vous avez vu tout ce gars-là, il faudrait combien de tines de peinture à lui mettre tous les jours. Après, on a proposé à ma maman de lui enlever de la peau de ses fesses pour m'en mettre sur moi, donc faire vraiment de la chirurgie plastique. Ça, pareil, c'était hors de question. Et puis l'année de mes 13 ans est apparu le laser. Donc le laser, c'est ce que maintenant toutes les femmes utilisent pour se faire épiler ou quand on veut se détatouer. De base, le laser, c'est pour enlever les angiomes. Donc j'ai été une des premières en France à tester le laser, sans anesthésie, parce que c'était vraiment le début. Hôpital Necker, j'avais 13 ans et je me souviendrai toute ma vie de cette première fois, puisque ça m'a clairement, littéralement brûlé la peau, hein, je sentais le cochon grillé. Et c'était pas du tout efficace. Et le viseur était vraiment tout petit. Donc après j'ai fait du laser pendant 1 an et demi, tous les lundis et mardis. On habitait à Nantes avec mes parents et on allait à Tours avec ma maman. Donc j'ai dû redoubler ma 5e parce que du coup je manquais 2 jours d'école par semaine et puis on allait là-bas mais c'était pas du tout efficace. Je vais vous montrer 1 an et demi de traitement laser, je sais pas si tu verras bien à la caméra, mais il y a un petit point blanc là. Ouais.
Bah ça, c'est 1 an et demi de laser. Ah ouais. Voilà, donc on a arrêté parce que c'était pas remboursé par la sécu, parce que ça faisait mal et puis parce que je ratais l'école. Dimanche sort une vidéo dans laquelle, où je peux en parler parce que je pense que cette vidéo ne sortira pas avant dimanche, mais sort une vidéo dans laquelle je me suis maquillée entièrement le corps pour me voir une fois sans angiome et en fait j'ai pleuré de me voir sans parce que c'est plus moi. Merci Cru de m'avoir reçu. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux comme je vous l'ai dit. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. En fait, je suis marraine d'une association qui s'appelle Lisa Forever, qui vient en aide aux enfants atteints d'un cancer. Donc si vous avez envie d'aider l'association de quelque manière que ce soit, je vous invite à venir sur mon compte. Il y a un petit lien dans ma bio. Voilà, vous découvrirez l'asso Lisa Forever. Je vous embrasse. Est-ce que j'ai déjà préféré? Est-ce que J'ai fait du sexe.